Bonjour, bonjour. Si vous reprenez mes deux capsules précédentes de la série où je commente les impostures intellectuelles, vous allez remarquer que bien que je présente la différence entre jugement de fait et jugement de valeur comme beaucoup moins nette que le prétendent Sokal et Bricmont, j'admets plusieurs raisons de se souvenir de la différence entre le domaine des faits et celui des valeurs. Si on revient un peu sur le contenu des dernières capsules, admettons qu'on prenne l'exemple de la cigarette. Personne ne peut nier que la cigarette est objectivement mauvaise pour la santé. Cependant, quelqu'un peut choisir de fumer quand même, considérant que les avantages que lui apporte la consommation de tabac sont plus importants pour lui que sa santé. La liberté a sa place. Dans le domaine des valeurs, il y a plusieurs finalités qui se présentent à nous, et non seulement on peut, mais on doit faire des choix. Par contre, la manière d'atteindre les finalités, ça, c'est pas subjectif. Mais on doit faire des choix. On peut penser aussi à l'exemple donné par Sokal et Bricmont, la supériorité de la théorie de l'évolution sur le plan épistémique ne fait aucun doute. Mais elle ne nous donne pas directement la réponse à la question de si on peut autoriser des parents à élever leurs enfants pour qu'ils deviennent créationnistes. La liberté, c'est un domaine polysémique utilisé dans beaucoup de contextes de nos jours, de même que celui d'égalité. Dans cette capsule-ci, j'aimerais parler d'un de ces contextes quand on invoque la liberté de s'identifier comme on veut et l'égalité entre les humains pour imposer à tout le monde d'admettre que quiconque s'identifie comme une femme en est une. Et ce, peu importe son sexe. Autrement dit, quand on invoque la liberté et l'égalité pour essayer de tous nous obliger à admettre ce que j'appelle l'idéologie du genre. Alors, je vous rappelle que Sokal et Bricmont réagissent entre autres à ce que sont devenues les sciences sociales. Les sciences sociales sont intoxiquées par un relativisme qui les rend indignes d'être appelées des sciences. Ce qui est communément appelé la théorie du genre, qui n'a rien de la rigueur qu'un contenu propositionnel devrait avoir pour qu'on puisse l'appeler théorie, ça fait partie des exemples qui illustrent ce problème-là. Alors d'abord, évitez la confusion entre la notion de sexe et celle de genre. Le sexe est un fait étudié en biologie. Pour faire une histoire courte, il y a des espèces dans lesquelles chaque organisme normalement constitué est soit une femelle, soit un mâle. Et l'espèce humaine en fait partie. On a l'habitude de désigner les humains femelles comme des femmes et les êtres humains mâles comme des hommes. Le genre, lui, n'est pas biologique, il est social. Dans chaque société, il y a des normes qui s'appliquent différemment selon le sexe des gens. En fait, pour être franche, je suis de ceux qui sont convaincus que les différences entre la féminité et la masculinité sont un mélange de reflets des différences biologiques et de construction sociale. Mais je ne vais pas m'attarder ici à développer là-dessus, je vais simplement noter qu'on peut facilement choisir des exemples de différences qui sont purement sociales. Il n'y a rien de biologique dans le fait que la robe soit un vêtement féminin. Vous pouvez d'ailleurs trouver des cultures dans lesquelles il y a des vêtements qui ressemblent à des robes, mais qui sont destinés aux hommes.
Pourquoi est-ce que les roses que je porte sur la tête en ce moment sont un accessoire féminin? Par convention sociale. Bref, le genre est normatif. Ce n'est pas simplement quelque chose qui peut se constater, c'est aussi un ensemble de normes en vertu desquelles les humains ont des attentes différentes envers les femmes et envers les hommes. Et contrairement à ce qu'on a vu précédemment dans les capsules qui ont précédé, contrairement à ce qui est simplement descriptif, ce qui est normatif laisse la place au choix. Est-ce qu'un homme peut choisir de porter une robe et de se mettre des roses sur la tête? Je vois aucune raison de dire qu'il pourrait pas. Est-ce que ce serait une bonne chose de rendre les normes de genre moins contraignantes qu'elles l'ont déjà été pour laisser plus de liberté aux individus, quel que soit leur sexe, en ce qui concerne leurs occupations, leur façon de se vêtir, etc. Ça, c'est une question éthique et politique, à laquelle ma réponse courte, c'est oui, mais sur laquelle on pourrait avoir des longues discussions. Et le fait qu'il existe objectivement, indépendamment des choix de qui que ce soit, des femmes et des hommes, est loin de suffire pour répondre à cette question-là. La même chose d'ailleurs pour plusieurs autres questions éthiques, dont certaines concernent spécifiquement les personnes trans, comme par exemple quand on se demande ce qu'on doit faire pour qu'il soit possible aux personnes trans d'utiliser des toilettes publiques tout en étant en sécurité et en se sentant à l'aise. Qu'il existe des hommes et des femmes ne donne pas la réponse à cette question éthique. Mais il y a quelque chose qui reste. Il y a objectivement des femmes et des hommes. Être une femme ou un homme, ce n'est pas une affaire de choix, ce n'est pas une affaire de sentiments subjectifs, c'est une affaire de faits qui peuvent être constatés par tous. Le sexe, lui, il n'est pas normatif. Il est simplement descriptif. On essaie de nous leurrer avec des expressions fallacieuses comme le genre assigné à la naissance ou le sexe assigné à la naissance. Écoutez, quand un médecin à l'échographie ou à la naissance d'un bébé annonce aux parents que le bébé est un garçon, il ne lui assigne rien du tout. Il constate que l'enfant est mâle. Pour ceux qui penseraient me surprendre en me parlant des personnes intersexes, c'est-à-dire ceux qui naissent avec des caractéristiques des deux sexes, eh bien, je vous dis tout de suite que je suis déjà au courant de leur existence et que ça ne contredit en rien ce que je dis ici. Les personnes intersexes sont objectivement intersexes et leur existence ne change rien au fait que la majorité des humains sont objectivement soit femelles, soit mâles. Oui, aux personnes intersexes, on assigne un des deux sexes parce qu'on n'accepte pas que certaines personnes, socialement, on n'accepte pas qu'il y ait des personnes qui ne soient ni des filles ni des garçons. Et on mutile les personnes intersexes de façon à ce que leur corps corresponde au sexe qu'on choisit pour eux. C'est un problème, mais c'est un problème qui concerne en particulier les enfants intersexes. Un enfant mâle que le médecin ou ses parents présentent comme un garçon, il n'est pas assigné garçon, il est un garçon. Si on revient à la notion de liberté,
Est-ce qu'on a la liberté de s'identifier comme une femme alors qu'on est un mâle humain? En vertu de la liberté d'expression, qui est une notion politique, il serait difficile de le nier. Cependant, le fait va rester qu'il est un homme. Il peut être un homme féminin, mais il reste un homme, peu importe à quel point il transgresse les normes de la masculinité ou adopte celles de la féminité. Et je ne nie en rien sa liberté en refusant de confirmer qu'il est quelque chose alors qu'il ne l'est pas. Et je ne suis aucunement non plus en train de nier que les personnes trans sont mes égales en dignité et en droit. Elles le sont. Mais il faut arrêter de confondre la reconnaissance de ces normes politiques avec l'acceptation d'affirmations qui sont tout simplement fausses sur le plan épistémique. Maintenant, il y en a qui donnent pour argument que c'est pas important de rappeler qu'une personne trans de sexe mâle qui s'identifie comme une femme est en réalité un homme. Et c'est pour ça qu'il faut faire comme si c'était une femme pour ne pas blesser la personne. Eh bien là, on tombe à nouveau dans les considérations éthiques et politiques et incidemment, vous remarquerez que ceux qui raisonnent comme ça sont en train de reconnaître que c'est vrai que ce sont des hommes. C'est pas important de le rappeler, mais c'est vrai quand même. Et pour ce qui est de savoir s'ils ont raison de dire qu'on doit prétendre que c'est une femme, qu'un trans de sexe mâle est une femme pour éviter de le blesser, je ne vais pas développer mon argumentation, je vais me contenter de vous dire que la littérature ne manque pas sur les nombreuses raisons pour lesquelles substituer volontairement la fausseté à la vérité, action communément appelée mensonge, pose divers problèmes. En conclusion, on pourrait quand même faire la différence entre ceux qui prétendent qu'être femme ou homme, c'est strictement une affaire de sentiment, et ceux par ailleurs qui vont dire que la personne trans qui est née mâle mais qui a complété une transition n'est plus un homme. Cette seconde position-là a quand même le mérite de reconnaître l'existence de faits objectifs et de dire que c'est en fonction de faits objectifs que la personne dont on parle est désormais une femme. Encore là, je ne développerai pas ici mes arguments, mais je persiste à dire que ça demeure important de se souvenir socialement qu'il y a une différence entre une femme trans et une femme tout court, en me rapportant toujours au même principe. Substituer volontairement la fausseté à la vérité a toujours des conséquences, même si on ne les prévoit pas toutes à première vue.